terme de Renaissance, on peut le comprendre de deux manières. Il peut effectivement désigner d'abord une période, c'est le sens qu'on lui donne aujourd'hui de manière très générale, une période de l'histoire qui est grosso modo celle des 15e et 16e siècles. Et puis, de manière plus précise, il désigne d'abord la manière dont les lettrés, à l'époque de la Renaissance, ont conçu leur propre modernité, la manière dont ils ont représenté leur propre travail comme une façon de faire renaître la culture de l'Antiquité. Ce tableau est un des chefs-d'œuvre de la peinture italienne de la Renaissance. Il a pendant un certain temps été attribué à Raphaël, mais depuis longtemps maintenant on l'a rendu au maître de Raphaël, qui est pérugin. Et ce tableau représente Apollon sur la partie droite avec le berger Daphnis, le berger à qui la tradition attribue l'invention de la poésie bucolique. C'est un tableau qui est très représentatif de la peinture de la Renaissance, d'abord par la beauté des formes, notamment on peut le voir dans l'attitude d'Apollon qui rappelle tout à fait des œuvres de la statuaire antique. On peut penser par exemple à l'Apollon du Belvédère, même si cette peinture est très certainement antérieure à la redécouverte de l'Apollon du Belvédère. Mais peu importe, il s'agit bien d'une inspiration commune qui va chercher dans les formes plastiques de la culture antique pour inventer sa propre modernité. La première attestation qu'on connaisse du terme de République des lettres apparaît au tout début du XVe siècle dans la correspondance de Poggio Bracciolini, le Poge comme nous le disons en français, plus exactement dans une lettre qu'il a reçue d'un de ses amis qui le félicite pour le travail qu'il a opéré d'exhumation de grands manuscrits d'auteurs de l'Antiquité dans diverses bibliothèques médiévales, notamment du sud de l'Allemagne. Alors on peut s'interroger sur ce que signifie véritablement ce terme de République des lettres auquel nous associons aujourd'hui l'idée d'un réseau social de lettrés, réseau qui s'exprime notamment justement par le travail de la correspondance, par toute forme d'activation finalement de ce réseau. Néanmoins, je ne suis pas sûr que dans les premières attestations que l'on rencontre de ce terme, au XVe siècle donc, il ne faille pas entendre le mot de République des lettres, res publica literarum, ou res publica literata, comme on le dit en latin, dans son sens vraiment antique de chose commune, chose publique. La res publica, c'est la chose publique. Donc la chose publique, c'est la cause commune finalement. Et donc cette cause commune des lettres, cette cause commune des lettrés, avant que de désigner un réseau social, elle désigne bien l'objectif commun qui fonde l'ensemble de ces relations sociales, c'est-à-dire les lettres entendues au sens de culture de l'Antiquité. C'est donc cette idée finalement d'un combat ou d'une conviction commune qui donne tout son sens à cette expression de chose publique des lettres, république des lettres. Et quelle est cette chose? Eh bien, c'est l'étude des humanités, les studia humanitatis, comme on le dit dans une formule latine qui est reprise de Cicéron, qui est d'ailleurs assez difficile à traduire avec exactitude en français. On dit les études d'humanité, mais ça ne veut pas dire grand-chose finalement, enfin, il faut s'entendre sur ce qu'on met sous ce terme. Mais en tout cas, ces études humanistes, on le dira de manière très générale, c'est-à-dire l'humanisme finalement, c'est bien ce qui fait cette cause commune des lettrés et ce qui fonde donc toute l'unité, mais aussi toutes les tensions qui peuvent parcourir cette République des lettres. Le studiolo a des racines qui vont chercher dans le Moyen-Âge. Ce n'est pas une invention véritablement de la Renaissance, mais il est vrai que c'est un lieu qui est devenu
emblématique du travail des lettrés à la Renaissance. Quant à sa signification, c'est celle qui fait converger deux grandes traditions culturelles du rapport au texte et aux lettres, la tradition proprement spirituelle et chrétienne de la lecture spirituelle, de la méditation des textes, et dans cette iconographie du Studiolo, on sent très nettement, effectivement, quand même le reste d'une représentation de la cellule, finalement, hein, voilà, un lieu de retraite qui est informé aussi par cette longue tradition chrétienne de la cellule monastique, du lieu à l'écart du monde. Mais l'autre tradition qui vient se mêler à celle-là, et peut-être même prendre le dessus, c'est celle du loisir lettré. Donc une autre forme de la retraite, une retraite studieuse, telle qu'elle est thématisée notamment par Cicéron, par toute une série d'auteurs antiques. C'est donc ce que ces auteurs antiques, Cicéron, Sénèque, etc., appellent le loisir parmi les lettres, le loisir lettré, et donc c'est celle que nous retrouvons dans cette idée du studiolo. Hein. Donc là, une autre forme de retraite qui n'est pas exactement un retrait du monde, mais qui est un pas de côté, hein, dans l'opposition entre le negocium, qui sont les affaires publiques, et puis l'otium, qui est le lieu, le loisir, donc le lieu de méditation plus privé. Et d'une certaine manière, dans l'iconographie du studiolo, je crois qu'on retrouve cette double dimension chrétienne spirituelle d'un côté et puis antique de l'autre, dans l'importance qu'occupe dans cette iconographie la figure de Saint Jérôme. Des tableaux célèbres, notamment de Carpaccio. Là, nous avons reproduit dans l'exposition un tableau de Vincenzo Catena qui est à la National Gallery, mais c'est très souvent Saint Jérôme, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'exposition à travers la gravure de Dürer qui représente Saint Jérôme dans son studiolo une fois de plus. Et Saint Jérôme, c'est à la fois l'auteur spirituel et en même temps le grand lettré, hein, qui est un modèle par exemple du travail de traduction à la Renaissance, qui occupe par exemple une place centrale dans l'univers mental et spirituel d'Erasme. Donc ici c'est un manuscrit des Vie des 12 Césars de Suétone, un manuscrit magnifique et qui a été écrit par un des plus grands calligraphes humanistes de la fin du XVe siècle dans la région de Padoue, qui s'appelle Bartolomeo Sanvito. Le manuscrit se recommande aussi par l'importance de son enluminure, de son décor peint qui est dû à un maître qui répond au nom de Gaspare da Padova, Gaspard de Padoue. La caractéristique du décor de ce manuscrit, c'est que Gaspare da Padova a reproduit au début des vies de chacun des Césars des monnaies antiques de l'Empire romain. Machiavel, lui, explique que quand il va lire les auteurs anciens, eh bien, il se dépouille de ses habits de tous les jours pour mettre un habit d'apparat. Et donc il y a cette beauté qui est celle du lieu du studiolo que l'on retrouve chez Machiavel dans l'idée de mettre un habit, enfin il y a un abord qui suppose finalement de se mettre dans une disposition qui est celle-là même de la beauté. Il explique aussi que là, une fois qu'il est entré il s'est mis dans cette disposition à la beauté, il entretient un dialogue direct avec ses auteurs, c'est-à-dire qu'il les interroge et eux lui répondent. Il y a un traité de Pétrarque qui est particulièrement intéressant, c'est son traité de la vie solitaire. Particulièrement intéressant d'abord parce que on voit très bien dans cet ouvrage comment, dans cet éloge de la vie solitaire, Pétrarque rassemble ces deux traditions de la lecture spirituelle des textes et puis cette tradition de la pratique lettrée des auteurs antiques. Car au fond, quand
Pétrarque parle de la vie solitaire, il parle moins d'une vie véritablement solitaire que d'une vie parmi les livres. Et cette vie parmi les livres, c'est aussi une vie de dialogue, hein, exactement comme, comme il le montre par ses lettres familières quand il s'adresse aux auteurs antiques. Dans le traité de la vie familière, il a une expression qui est tout à fait significative, qui est une magnifique expression où il parle de s'entretenir avec les livres. Donc les livres ne sont pas là dans un rapport passif de lecture, mais ils sont replacés dans le mouvement très vivant d'un dialogue. Donc là, c'est une des premières édition imprimée de Virgile, et l'exemplaire que nous présentons est extrêmement précieux par le fait qu'il est entièrement couvert d'annotations de la main d'un des plus grands humanistes du XVe siècle, qui était Angelo Poliziano, ange policien. Et cet exemplaire nous montre finalement non seulement l'intensité du travail de lecture des humanistes, mais aussi la manière dont s'accomplit ce travail de lecture, c'est-à-dire que le texte de Virgile est entouré de toutes sortes de parallèles textuels, c'est-à-dire de mise en relation du texte de Virgile avec d'autres textes de l'Antiquité, ce qui permet donc de replacer le texte dans une perspective qui est tout à fait nouvelle. Cette période de la Renaissance humaniste a un rôle très important dans le développement même des collections de la Bibliothèque nationale de France. C'est un moment véritablement fondateur, parce que souvent on raconte que la Bibliothèque royale remonte à la librairie de Charles V, mais ça c'est un mythe. Elle ne remonte pas du tout à la fin du XIVe siècle, mais plutôt à la fin du XVe siècle. Mais au-delà de cette coïncidence temporelle entre la mise en place d'une bibliothèque royale à la fin du XVe siècle et puis cette période de la Renaissance, il se trouve aussi que les collections de la Bibliothèque royale ont été considérablement enrichies par l'apport des humanistes et notamment par l'apport en bloc de certaines grandes bibliothèques humanistes. Donc, les guerres d'Italie ont joué un rôle tout à fait décisif dans l'enrichissement des collections. On a une vision souvent un peu irénique de l'humanisme, mais il faut savoir aussi que cette période de conflit, cette période de guerre en Europe a été finalement très bénéfique pour la diffusion de cette culture humaniste et pour nous ici en France, grâce justement à l'enrichissement des collections royales qui s'est fait d'abord sous le règne de Charles VIII par la saisie d'une grande partie de la bibliothèque des rois aragonais de Naples, quand Charles VIII, qui était le petit-fils de Marie d'Anjou et donc qui pouvait se prévaloir de droits héréditaires sur le royaume de Naples, qui avait été, avant de passer sous la domination d'une dynastie aragonaise, sous la domination de la dynastie angevine. Donc Charles VIII s'est emparé de Naples et a fait transférer les livres que les rois aragonais avaient conservés au Castello del Uovo, les a fait transférer donc au château d'Amboise, qui était alors la résidence et le lieu, la résidence privilégiée de Charles VIII et le lieu où se trouvait la bibliothèque royale. Son successeur Louis XII, qui lui était un Orléans, est descendu en Italie pour s'emparer du duché de Milan, puisqu'il était le petit-fils de Valentine Visconti, héritière ou descendante des ducs Visconti de Milan. Et à ce moment-là, Louis XII s'est fait communiquer un inventaire de la bibliothèque qui était conservé par les ducs de Milan au château de Pavie et a fait transférer, alors ça n'était plus à Amboise cette fois-ci, c'était au château de Blois, et donc réunis à la Bibliothèque royale, environ 600 manuscrits venant des ducs de Milan à Pavie. C'est aussi ce qui explique que nous puissions consacrer dans cette exposition toute une petite section à Pétrarque, en insistant d'abord sur ce premier pan de l'œuvre de Pétrarque, et peut-être le plus fondamental, qui est sa bibliothèque,
car au gré de toute une série de circonstances historiques, une grande partie de la bibliothèque de Pétrarque s'est trouvée dès la fin du XIVe siècle, à partir de 1388, réunis à la bibliothèque des ducs de Milan à Pavie. Et donc, c'est ce qui fait que ensuite, à partir donc du règne de Louis XII, toute cette partie de la bibliothèque de Pétrarque, qui était dans la collection des ducs de Milan, s'est retrouvée, et est aujourd'hui encore, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui était donc la bibliothèque royale à l'époque.